Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Débiller. Unir nos voix. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue pour cette 3e édition de la Radio des Solidarités, qui cette année encore prend place au cœur du Festival des Solidarités. Je m'appelle Arnaud et je suis animateur pour le mouvement Présence et Action Culturelle, une association d'éducation permanente et populaire active sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour celles et ceux d'entre vous qui écoutez ou regardez pour la première fois une émission de la Radio des Solidarités, qu'est-ce que c'est que la Radio des Solidarités ? C'est un projet de radio associative porté par le mouvement Présence Action Culturelle et Solidaris qui durant 3 jours va prendre place au cœur des solidarités et qui propose à ses auditeurs et auditrices un programme d'émissions variées. Pour que cette programmation reflète au mieux l'identité du festival et de ses partenaires, le PAC et Solidaris ont décidé d'en co-construire les différentes émissions avec l'ensemble des partenaires associatifs du festival. C'est pourquoi cette année, au sein de la radio, vous aurez la possibilité de voir se rencontrer l'écosocialisme, les fragilités numériques, la santé mentale des jeunes, mais aussi la lutte contre les violences policières, la lutte contre le patriarcat, la solidarité internationale et bien d'autres encore. De mon côté, j'ai le plaisir d'introduire cette 3e édition avec une émission intitulée « Les oubliés du numérique », lors de laquelle, avec mes invités, je vais vous inviter à parcourir le monde du tout digital, les opportunités qu'il pourrait présenter plutôt, mais aussi et surtout les impacts et conséquences que la digitalisation du monde a sur le quotidien de millions de citoyens et citoyennes qu'elle laisse à la marge. Maintenant que les présentations sont faites, revenons à notre sujet, les oubliés du numérique, et surtout à nos intervenantes sans qui cette émission ne serait pas possible. Donc je vais commencer par toi, Zoé. Zoé, tu es animatrice à la régionale du PAC Wiwarem et travailleuse de Présence et Action Culturelle. Oui, bonjour à toutes et tous. Ensuite, Stéphane. Donc Stéphane Plateau, tu es coordinateur de Fobagra, cofondateur de Cabane, et également écrivain. Bonjour à tout le monde. Et Cécilia, pour terminer, tu es chargée de communication pour Lire et Écrire. C'est bien ça. Voilà. Et si ensemble on a fait le choix aujourd'hui de parler de fragilité numérique au sein de cette radio des solidarités, c'est parce qu'avec d'autres associations et collectifs, nous avons pu constater l'accélération de la numérisation des biens et des services, notamment depuis la pandémie du Covid-19. Cette numérisation à marche forcée laisse forcément des milliers de personnes sur le côté. Et donc aujourd'hui, avec mes invités, nous allons vous proposer de réfléchir ensemble aux conséquences de cette numérisation, mais aussi aux moyens de lutter contre. Donc pour introduire cette émission, j'aimerais te céder la parole, Zoé. Donc, comme je viens de le dire, tu es animatrice pour le PAC Wiwarem, une des régionales de Présence Action Culturelle. Et à ce titre, tu es également coordinatrice du réseau local d'écrivains publics, un réseau de bénévoles via lequel le PAC a pu constater l'impact de la numérisation sur les citoyens locaux. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le réseau écrivain public, comment il fonctionne, ainsi également que la manière dont ses membres ont constaté les impacts de cette digitalisation des services ? Oui, en fait, donc le réseau des écrivains publics, c'est un réseau de personnes qui sont bénévoles et qui ont suivi une formation de plus de 150 heures, formation qui est donnée par le PAC. Et le but, c'est d'accompagner les citoyens et les citoyennes dans la compréhension et la rédaction de textes, principalement administratifs. Donc ça peut être de l'accompagnement dans la rédaction de CV, remplir des déclarations d'impôts, comprendre le courrier d'un avocat, mais ça peut être également des documents privés. Donc le réseau, il existe depuis 20 ans et il est présent dans l'ensemble du territoire de Bruxelles et de Wallonie. Et il est organisé en différentes permanences, avec ou sans prise de rendez-vous à travers tout le territoire. Ces permanences, elles sont évidemment gratuites et confidentielles. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de PAC pour trouver la permanence la plus près de chez vous. Donc, l'objectif, au-delà de l'aide directe apportée, c'est d'autonomiser les citoyens et les citoyennes pour leur donner la possibilité d'effectuer seuls les démarches par la suite. Seulement voilà, depuis plusieurs années maintenant, et à cause de la digitalisation des services, et notamment des services publics, les écrivains publics et les écrivaines publiques voient leur fonction évoluer et ils doivent s'adapter à ces changements.
Et les bénéficiaires des permanences, ce sont déjà des personnes qui sont fragilisées, qui ont des difficultés de lecture et ou d'écriture. Et en fait, ils se voient encore plus mis en difficulté face à des procédures administratives en ligne qui semblent encore plus insurmontables. Et donc, les demandes d'accompagnement pour des démarches en ligne ont évidemment explosé. Et certains et certaines des bénéficiaires renoncent à leurs droits fondamentaux, tant l'accès à ces droits est rendu complexe par la digitalisation. Et c'est une situation qui peut juste plus durer. Et à côté de ça, certains et certaines de nos écrivains et écrivaines publics sont parfois eux-mêmes en difficulté face à cette évolution croissante du tout au numérique et ils n'ont pas toujours les outils et les compétences nécessaires liées aux outils numériques. Ça ajoute évidemment une grande difficulté pour elles et pour eux dans la prise en charge des demandes des bénéficiaires. Et même si PAC essaye de contrer ça en proposant des formations spécifiques autour du numérique pour l'ensemble du réseau. Tu viens de le dire, vous avez pu évidemment faire évoluer cette formation de 150 heures que vous proposez. Quels sont les outils que vous donnez à ces écrivains publics pour pouvoir répondre à ces demandes ? En fait, évidemment, on a été obligé de rajouter un module dans cette formation. Donc, le module qui a été rajouté, c'est 2 axes. Le premier, c'est vraiment apporter cette réflexion autour de la digitalisation des services publics. Et à côté de ça, c'est vraiment permettre de prendre en main les outils numériques. Exactement. Ouais, merci Zoé. Et donc, vous n'êtes pas les seuls à devoir reprendre en main la mission qui était initialement allouée au service public. Les autres invités autour de cette table ont pu en faire le constat également et on y reviendra. Mais tu as parlé de quelque chose d'intéressant, c'est la question du non-accès et du non-recours aux droits surtout. Ça, c'est un des points que vous, Cécilia, vous avez pointé du doigt dans votre campagne, notamment qui a commencé en 2020, qui a largement inspiré le titre de cette émission, hein, donc Les oubliés du numérique. Donc une campagne dans laquelle vous dénoncez les conséquences de la numérisation des biens et des services. Donc, est-ce que tu peux... Oui. Zoé a déjà posé quelques jalons importants du débat, je pense, de la problématique. En fait, oui, je suis contente que vous ayez repris ce titre. Je pense qu'il circule dans pas mal d'endroits, les oubliés du numérique. Donc nous, en fait, on travaille avec des personnes en situation d'illettrisme. Zoé en a parlé, elle a dit que c'était problématique pour eux. Pourquoi c'est problématique pour eux ? C'est parce que avec le numérique, tout passe par l'écrit. Donc j'écris un SMS, je remplis un formulaire, je dois regarder une interface pour trouver des infos. Tout passe par la lecture et le numérique. Et donc les personnes en situation d'illettrisme sont doublement impactées. Donc on a démarré en 2020, c'est-à-dire avant le Covid, parce que déjà cette lame de fond, cette vague de fond de la digitalisation des services publics était déjà là. Et les gens avaient vraiment de grosses difficultés déjà à accéder à leurs droits. Donc prendre un ticket de bus, prendre un rendez-vous chez le médecin, chercher de l'emploi, dans tous les domaines de la vie, c'était difficile. Donc le Covid arrive, tout se ferme. Et comme beaucoup d'associations, on a dû maintenir un lien avec les personnes. Ici, comme vous ne savez pas lire, écrire ou pas bien, on l'a fait via des messageries WhatsApp, via le téléphone, parce que ces gens n'avaient plus accès à leurs droits. Et si je peux vous donner quelques exemples, on a par exemple eu un apprenant qui n'a pas su déclarer la naissance de son fils à la commune puisque ça se faisait qu'en ligne. Les gens perdaient des droits sociaux, ne savaient pas rentrer leurs documents, ne savaient pas quand il a fallu vacciner les gens et toute cette procédure du vaccin, c'était pas possible de le faire seul. Donc voilà, on a fait un peu le travail qui n'était pas le nôtre, qui était celui d'assistant administratif de première ligne. On s'est dit, après le Covid, voilà, les choses vont se normaliser, on va retrouver ces guichets ouverts, ces permanences téléphoniques comme avant ou presque. Et en fait, on a vu que non. Le Covid avait joué un rôle d'accélérateur dans cette hyper-digitalisation. Et si ça se réouvrait, les guichets, c'était quelques heures par jour. Et encore, il fallait prendre rendez-vous en ligne. Ou bien c'était loin du domicile des gens. Les permanences téléphoniques, c'était une galère pas possible parce qu'on était la 16e sur la liste. Donc on a vu que le Covid avait en fait accéléré et maintenu cette digitalisation. On continue à se mobiliser autour de cette question parce que les constats deviennent de plus en plus préoccupants.
Et on se dit, les gens sont vraiment discriminés. Et on demande un avis à UNIA, donc le centre interfédéral qui lutte contre les discriminations et qui travaille pour l'égalité des chances. Et on se dit, nous, on se dit qu'ils sont discriminés, mais au regard de la loi, est-ce qu'ils sont vraiment discriminés ? Ils étudient notre dossier pendant plusieurs mois et puis ils arrivent à la conclusion que oui. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'ils ont des droits, on va peut-être pouvoir leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se défendent aussi. Ils vont pouvoir entrer des formulaires et demander des comptes. Mais c'est une mauvaise nouvelle puisque effectivement ils perdent, comme on le pense bien et qu'on le dit depuis quelques années, des droits. Donc voilà, donc si vous voulez, les préoccupations vont grandissant. Puis est arrivée l'ordonnance Bruxelles numérique, les législations qui sont de ce type-là, où tout doit être digitalisé. Alors que je vous rappelle quand même qu'un service public, ça doit offrir un service égal à tous les citoyens, ça doit s'adapter aux besoins des citoyens et ça doit pouvoir travailler dans la continuité. Donc tout ça n'est pas respecté. Et je ne sais pas jusqu'où je dois aller dans ma première question, mais enfin bref, si vous voulez, les constats sont de plus en plus préoccupants pour nous. Donc on a continué à travailler et aujourd'hui on continue encore, mais je vais développer ça plus tard. Oui, et comme tu le dis très justement, on est aujourd'hui face à des services publics qui vont déléguer leur mission à d'autres structures, notamment aux espaces publics numériques qui initialement ne sont pas des espaces dans lesquels, qui sont dédiés à la lutte contre les fragilités numériques et sociales, mais des moyens de lutter contre, des moyens de donner accès à toutes et tous à l'outil numérique. Toi notamment, Stéphane, dans le cadre de tes fonctions, tu travailles beaucoup avec des espaces publics numériques et tu as pu voir au fur et à mesure des années l'évolution des demandes qui arrivaient vers vous. Et donc vous êtes aussi un service qui est devenu un acteur pour pallier au manquement des services publics finalement. Oui, donc je vais prendre ma casquette CABAN, c'est le plus simple. Donc CABAN, c'est le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique, ou de l'accompagnement numérique. Donc on représente les acteurs bruxellois, donc les espaces publics numériques, mais aussi les écrivains publics, les informaticiens publics et toutes les associations qui ont une politique d'accompagnement des publics face au numérique. Donc les espaces publics numériques, ce sont des lieux qui offrent à tous les citoyens, et il faut bien vraiment que tous les citoyens puissent en bénéficier de façon gratuite ou vraiment pour un prix symbolique, un accès à des ressources informatiques, mais surtout un accompagnement qui peut être un accompagnement dans l'immédiat pour résoudre un problème immédiat, envoyer un CV, rechercher un logement, répondre à une démarche administrative, mais aussi promouvoir une démarche d'autonomie du citoyen, puisque le but c'est qu'il reste pas dépendant, qu'il soit de moins en moins dépendant. On peut quand même constater que rendre quelqu'un autonome avec l'outil informatique, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, beaucoup de temps. On sous-estime souvent ce temps chez les pouvoirs publics. C'est pas en 10 ou 12 heures qu'on apprend à manipuler souris, clavier ou smartphone. Donc on sait aujourd'hui, c'est les chiffres de la Fondation Roi-Baudouin, qu'il y a plus de 40% de la population qui est en difficulté avec les tâches qui sont considérées comme courantes. Et on a même eu une augmentation de ce taux après le Covid, parce qu'il y a de nouvelles tâches, comme par exemple faire une visio, qui sont apparues et qui sont devenues, qui ont rejoint le package des tâches que tout citoyen devrait pouvoir maîtriser. Donc ça fait quand même une grosse partie de la population qui est en difficulté, et ces tâches, ce ne sont pas toujours des tâches qu'on imaginerait très complexes. C'est par exemple remplir un formulaire en ligne, c'est attacher un document à un email ou ouvrir une pièce jointe, ouvrir un PDF, etc. Donc ce sont des tâches qui sont courantes pour beaucoup d'entre nous, mais qui pour 40% de la population ne le sont pas forcément. Donc il y a quand même un décalage très important entre ce qu'on imagine que tout citoyen devrait pouvoir faire et la réalité. Donc, dans les espaces publics numériques, il y a le chemin pour autonomiser les gens est parfois assez long. Et il y a des gens aussi qui seront peut-être jamais complètement autonomes. Et donc, il faut aussi se méfier du mythe de on va former tout le monde et dans 5 ans c'est terminé. Ce que je trouve très symptomatique, c'est l'usage du mot transition numérique par exemple. C'est un mot que je trouve
que je trouve trompeur, parce que ça donne un peu l'idée qu'on va dans un état A qui est les gens ne savent pas encore utiliser l'ordinateur et qu'on arrive quelques années plus tard avec un minimum de moyens publics et avec des projets one-shot qui durent 1 an ou 2 ans, à ce que tout le monde maîtrise l'outil, fin de l'histoire, tout va bien. Ou peut-être on imagine simplement que la génération des plus âgés a passé l'arme à gauche et qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Mais en tout cas, ce mot est traître parce que ça fait 20 ans qu'on est dans la transition numérique. Tant que les nouvelles technologies vont continuer à évoluer, il y aura des gens qui auront besoin d'apprendre et on sera toujours en transition numérique. Donc c'est quelque chose de permanent. Il y aura toujours des gens qui auront plus de difficultés à apprendre ou qui auront un moment qui n'auront peut-être plus envie d'apprendre. Nous-mêmes, à un moment, on sera largués ou on aura moins envie d'apprendre ou de réapprendre parce qu'il y a aussi une fatigue dans le fait de réapprendre pour la 10e fois les mêmes éléments de Windows et devoir les reconfigurer autrement et apprendre à ce que les menus soient ailleurs. Donc c'est réimprimer une information qu'on avait déjà dans le cerveau, c'est devoir la réimprimer pour la mettre autrement. C'est beaucoup moins motivant et c'est beaucoup plus fatigant que d'apprendre une nouvelle information, que de découvrir un nouveau logiciel, par exemple. Donc, à un moment, on va nous-mêmes fatiguer. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de dispositifs permanents. Et la philosophie des espaces publics numériques, entre autres, puisqu'on a aussi les informaticiens publics, qui, eux, vont plutôt sur le terrain dans les associations et à la rencontre du public là où il est, c'est qu'on devrait avoir un dispositif permanent et que les animateurs, les médiateurs numériques, les animateurs en espace public numérique, quel que soit le nom qu'on leur donne, c'est un métier qui comprend à la fois une dimension technique, puisqu'il faut connaître et mettre à jour une série d'applications, de logiciels, connaître l'informatique en général, connaître les risques, connaître aussi, pouvoir parler des atouts de l'informatique, de ce que ça peut apporter, mais pouvoir parler aussi des dangers, pouvoir en présenter une vision équilibrée. C'est aussi des compétences pédagogiques, et on peut parler vraiment d'une large palette de compétences pédagogiques qui est attendue, puisqu'il faut pouvoir former des publics qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage très différentes, qui peuvent avoir des difficultés de français langue étrangère, des difficultés d'alpha, qui peuvent avoir des troubles qui sont pas forcément connus, etc. Il faut pouvoir s'adapter à des publics en difficulté. Il faut pouvoir gérer de plus en plus un stress croissant qu'on constate chez les utilisateurs parce qu'effectivement, leurs droits sont menacés et parce qu'ils se trouvent dans des situations ubuesques où on leur enjoint très vite de faire ceci sous peine de sanctions ou de perte de droits et en même temps, on leur en donne pas les moyens. Et voilà. Et donc, il y a une dimension de plus en plus sociale aussi dans ce métier qui est de plus en plus reconnue. Le problème, et ça on pourra peut-être en parler après, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de financement stable pour les espaces publics numériques, pour les animateurs numériques. Ils sont dans une grande incertitude, une grande insécurité professionnelle et en général ils durent 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui par exemple à Bruxelles, la majorité des animateurs en espace public numérique sont des travailleurs en insertion sur le mode de l'économie sociale, autrement dit des gens qui sont dans un emploi formation, un emploi tremplin qui dure 1 an ou 2 et puis après ils doivent partir ailleurs. Et donc on peut s'inquiéter notamment avec à l'aube d'un nouveau gouvernement de droite au vu du résultat des élections de la situation future des espaces publics numériques de ce point de vue-là. Mais j'aimerais revenir à la question du rôle social des aidants numériques. Donc voilà, comme tu as pu le dire Zoé, avec les écrivains publics également, ce sont des personnes qui se retrouvent à devoir remplir des missions sociales pour lesquelles elles ne sont pas forcément formées. Ou alors simplement elles ne sont pas formées au nouveau logiciel, comme tu viens de le dire Stéphane, et donc elles ne peuvent pas répondre à ces demandes, ce qui peut créer évidemment de la frustration chez des bénéficiaires qui se rendent dans un service pensant que ce service va répondre à toutes leurs demandes. Et donc comment est-ce que les travailleurs, les aidants numériques ou les écrivains publics arrivent à dealer avec cette frustration? Est-ce que ça a un impact sur leur santé mentale notamment, hein? Voilà, Stéphane, Zoé. En fait, je pense que c'est une bonne chose que les écrivains publics puissent aussi investir, qu'on puisse investir avec les écrivains publics ces espaces-là, parce que ça permettrait aussi d'avoir une double aide, on va dire, avec un point de vue mais plutôt technique avec les aidants numériques et puis le point de vue plutôt social, même si évidemment les limites sont fines dans les demandes, mais donc on voit bien que les aidants numériques sont de plus en plus confrontés à des demandes d'aide pour remplir certains documents et des fois même ne savent pas si ça rentre dans leur mission parce qu'ils doivent faire face à des demandes très, très privées, comme à se connecter sur les comptes bancaires des personnes, etc. Donc, je pense que cette double accompagnement est vraiment très intéressant. Maintenant, encore une fois, on reporte sur les associations et
un manquement de l'État. Et voilà. Stéphane? Oui, donc évidemment, pour nos travailleurs, la dimension assistance sociale est devenue de plus en plus grande, à tel point que maintenant on l'a inclus vraiment dans le profil des médiateurs numériques, c'est des compétences d'assistance sociale, mais il y a des limites. Et notamment, c'est ce qu'on oublie quand on met un service en ligne, en service public. On croit qu'il suffit de mettre en ligne le formulaire et d'apprendre aux gens à remplir un formulaire, mais il faut encore comprendre le contenu de la démarche, et ça souvent c'est oublié, comprendre les conséquences de la démarche. Et pour ça, un être humain, c'est irremplaçable. Et même pour des gens qui sont à l'aise en informatique, avoir quelqu'un qui peut te dire si tu remplis comme ceci, c'est sûr ta démarche elle va avoir telle direction et tes chances de réussite sont bonnes, et rassurer les gens et éclairer les gens sur le chemin qu'ils vont prendre avec cette démarche, il n'y a qu'un être humain qui peut le faire de façon fiable. Et donc parfois l'être humain est nécessaire même pour des gens qui sont tout à fait à l'aise avec le numérique. Donc aujourd'hui on voit que nos aidants numériques sont effectivement confrontés à des limites, c'est qu'ils ne peuvent pas connaître le contenu des démarches. Pas toutes, donc il faut qu'ils puissent aussi orienter vers des services plus spécialisés, et il faut qu'il y ait dans les services publics des gens qui peuvent leur répondre. Donc on peut jouer un rôle de première ligne, mais on a nos limites et on est en permanence confronté à une situation schizophrénique qui est très difficile à vivre pour nos animateurs, qui est qu'on ne peut pas leur permettre par exemple de toucher aux données bancaires parce que en plus on a des gens qui sont là pour 1 an ou 2, qui sont en apprentissage, hein. On peut avoir des travailleurs en insertion qui sont sous bracelet électronique, on n'est même pas au courant nous-mêmes, ils sont mis à disposition par des CPS, etc. Donc on ne peut pas permettre d'accéder à tout, mais en même temps s'ils ne le font pas, bien, on a des gens qui sont en difficulté, leur difficulté n'est pas résolue, ils sont sous stress. Et donc que font les travailleurs? Bien souvent ils se mettent eux-mêmes en danger en transgressant les limites qu'on a fixées pour leur propre sécurité, hein, pour aider des gens qui sinon vont rester en très grande difficulté. Et donc les animateurs eux-mêmes, pour un emploi qu'ils vont exercer 1 an ou 2 parce qu'il n'y a pas de perspective d'emploi durable, se mettent en danger. Mais justement, c'est un point intéressant que vous soulevez, la nécessité de garder des guichets humains. Donc c'est notamment quelque chose que vous soulevez très fort dans les campagnes que vous avez menées et que vous continuez de mener chez Lire et Écrire. Oui, je dirais que c'est notre revendication number one, c'est avoir des alternatives physiques, donc des guichets ouverts et un service téléphonique de qualité, parce qu'il ne s'agit pas de dire à la personne qui téléphone ou qui se présente au guichet, oui, en fait, allez là ou téléphonez là. Donc on demande vraiment des guichets ouverts avec un service de qualité, parce que comme dit Stéphane, les situations en fait ne sont pas toujours aussi simples qu'on croit pour les gens. Donc les publics qui ont le plus besoin en fait des services publics parce qu'ils ont des dossiers administratifs complexes, c'est souvent les gens qui sont dans des situations sociales instables ou fragiles. Donc c'est eux qui ont le plus besoin des services publics et c'est eux qui sont les plus éloignés aujourd'hui des services publics. Donc ça c'est vraiment d'un cynisme et d'une violence incroyable. Et aussi en fait les gens qui sont pas à l'aise avec l'informatique, un contact en face à face où ils peuvent venir encore avec des documents écrits, où ils disent voilà, je comprends pas tout, mais je vous montre où j'en suis dans mon dossier, etc. Ça, c'est essentiel et c'est irremplaçable. Donc, obligatoirement, puisque les services publics doivent être accessibles à tous, ils doivent avoir des alternatives physiques. Ça, c'est vraiment notre revendication numéro 1 aujourd'hui. Merci. Et si on revient au numérique, moi j'aurais souhaité vous interroger, vous, Cécilia et Stéphane, peut-être que Zoé, si tu souhaites, tu pourras répondre à la question. Donc, est-ce que selon vous, le numérique peut-il être un outil qui a pour rôle de faciliter la vie quotidienne sans pour autant créer des situations discriminantes, comme vous venez de le relever? Autrement dit, peut-on rendre le numérique plus humain? Si oui, est-ce que vous avez des exemples en tête? En fait, moi, je n'y crois pas tellement. Quand je dis le mot numérique, c'est pas l'humain qui me vient à l'esprit. Donc, c'est un robot, c'est une machine, ce sont des procédures. Et donc, ce que nous, on demande, c'est d'investir dans l'accessibilité du numérique et au numérique. Donc ça, pour nous, c'est une piste aussi de solution. Il y a des législations qui existent pour obliger les pouvoirs publics à être plus accessibles. Elles ne sont pas respectées, donc ça, ce serait important qu'elles le soient. Il faut investir dans la formation, comme disait Stéphane, mais il y a un décalage temporel entre la formation, comment apprendre quand on commence de zéro et quand toutes les technologies et les outils évoluent tellement, tellement vite, avec des besoins administratifs qui sont souvent urgents. Je dois remplir ma feuille d'impôt, je dois absolument répondre à cette lettre de l'administration. Donc il y a un décalage. On ne va pas pouvoir solutionner tout avec la formation et ce n'est qu'une
partie de la solution. Je pense qu'il faut aussi simplifier les procédures administratives. Ça ne veut pas dire mettre tout au numérique, mais ça veut dire ne pas sous-traiter toute une série de choses aux personnes. Ça veut dire automatiser ce qui peut être automatisé, ne pas demander 50 000 fois le même document. Je pense aussi qu'il faut lever des freins financiers du type achat, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'achat du matériel, les usages numériques, la maintenance, la connexion, tout ça sont des frais qui sont aussi souvent trop lourds pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, puisque la vulnérabilité numérique va de pair avec une vulnérabilité sociale et un niveau de diplôme bas. Ça, c'est deux indicateurs qui font grimper en flèche la vulnérabilité numérique. Donc il y a plein de choses à faire. On peut aussi utiliser des outils juridiques légaux. Quand vraiment on est dans l'impasse, on ne nous entend pas. C'est pas un levier qu'on écarte, on y pense. Il faut aussi, je pense, impliquer les usagers faibles quand on pense à des nouvelles démarches, des nouvelles procédures. Donc travailler avec les services publics, à penser en amont les procédures. Ça, c'est essentiel. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est une tâche immense, c'est créer des partenariats, sensibiliser les agents publics. Okay. Voilà, c'est quelques pistes. Stéphane, est-ce que tu as d'autres pistes à nous proposer ? Oui, mais donc je rejoindrai les deux axes principaux. Il faut à la fois accompagner les gens dans l'usage du numérique, les accompagner dans l'urgence, mais aussi essayer de développer leur autonomie, mais en se méfiant du mythe qu'un jour tout le monde sera complètement à niveau et complètement à l'aise. Et donc il faut maintenir absolument une alternative au numérique. Ne nous voilons pas la face, numériser les services publics ou privés, ça permet des économies, ça permet de réduire les effectifs. Déjà, c'est une question à se poser. Est-ce que vraiment c'est un progrès ? Il est certain qu'avoir les démarches accessibles en ligne depuis chez soi, ça apporte un confort à une partie de la population. Il ne faut pas le nier. C'est une amélioration pour une partie de la population. C'est un obstacle et une difficulté pour une autre partie de la population. Et on peut dire la même chose de beaucoup d'autres choses dans le numérique. Les réseaux sociaux, il y a des gens à qui ça facilite beaucoup les contacts. Il y a par exemple des populations qui ont des troubles autistiques, par exemple, qui disent « moi, je préfère relationner avec les… » Parce que c'est moins fatigant pour moi de relationner avec l'ordinateur. Ça m'a permis d'avoir une meilleure vie sociale. C'est un vrai progrès. Donc, il ne faut pas le nier. Mais il y a des gens pour qui c'est un obstacle. Ce sera la même chose avec l'e-learning, par exemple. Il va faciliter l'apprentissage de gens qui ont des méthodes d'apprentissage élaborées, qui sont capables d'auto-apprendre, mais qui est un obstacle supplémentaire pour les populations qui sont moins scolarisées. Donc, il faut garder ouverts les canaux physiques. Et il faut les garder ouverts à la fois pour une question humaine et pour une question de résilience de société. Parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique est fragile. Et on a dans un contexte international qui est beaucoup plus dangereux aujourd'hui, on sait que les cyberattaques peuvent foutre par terre nos services numériques. Donc plus on garde d'alternatives et plus on est solide. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que par ailleurs, l'accompagnement aujourd'hui, on n'est nulle part. C'est-à-dire que cet accompagnement, c'est un métier, on l'a vu, complexe, qui repose sur 3 piliers pédagogiques, techniques et social, pour lesquels les gens ne peuvent pas s'y projeter. Il faut des moyens stables, des financements pérennes qui permettent aux animateurs, aux accompagnants numériques de se projeter dans leur métier à long terme. Parce que c'est un métier complexe qui se développe sur les années, où il faut emmagasiner des compétences très larges. En fait, c'est un métier quand même qui est très poussé. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, il faut remettre un vrai débat de société, remettre en cause le dogme de le numérique, c'est toujours un progrès. C'est pas toujours un progrès. C'est pas forcément un projet sur le plan écologique, par exemple. Le fait de pouvoir télécharger une série tous les soirs, ça a un coût écologique, un coût en émissions de CO2, un coût énergétique qui est terrible. Les IA, ça va aggraver la situation. Et si aujourd'hui, on nous répond ce qu'on nous répond. Il n'y a pas de moyens pour payer les accompagnants numériques. La région bruxelloise est en difficulté, etc. Donc, on va laisser ces gens dans le vide. Eh bien, je suis désolé, mais alors, c'est que le numérique n'est pas rentable. Si on ne parvient pas avec le numérique à financer les moyens qui permettront à tout le monde d'accéder aux services, qui est une obligation constitutionnelle, ce droit d'égalité d'accès aux services, c'est que le numérique n'est pas rentable. Alors, une question à se poser. Alors, évidemment, on sait très bien qu'il y a des gens qui en font profit quelque part. Très belle question à poser à nos amis libérales qui prochainement prendront place au sein d'un gouvernement. Mais Stéphane, je souhaiterais te laisser la parole, sauf si Zoé, tu voulais réagir. Donc, on l'a dit en début d'émission, parmi tes nombreuses casquettes, tu es également auteur de fiction.
Et donc, notamment dans la dernière étude sortie par Présence Action Culturelle, tu as été interrogé sur la question des dangers du numérique. Tu en as un peu parlé sur la question des cyberattaques, et on pense notamment à Windows récemment. Mon beau-frère notamment s'est retrouvé coincé en Irlande à cause de cette grande panne informatique. S'il y avait un danger dont tu pourrais nous parler et sur lequel tu pourrais un tout petit peu développer, ça serait lequel? Dans une société du tout digital, quoi. Actuellement, le danger le plus grand auquel on est confronté, c'est le danger existentiel pour la démocratie. Le débat démocratique aujourd'hui se joue en grande partie sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux fonctionnent selon des algorithmes obscurs, qui sont privés, qui ne sont pas accessibles. Ils sont aux mains de milliardaires et ils peuvent changer de main. Et donc, le débat démocratique peut se jouer avec des règles qui nous échappent et qui peuvent favoriser et qui malheureusement, dans les faits, favorisent les extrêmes, que ça soit intentionnel ou pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux visent à montrer ce qui va vous donner la plus grande charge émotionnelle, de façon à capter votre cerveau pour la publicité. C'est toujours le même principe. Et donc, ça favorise les idées radicales. Alors, ça fracture la société en deux, en plus, parce qu'on voit les gens qui pensent comme nous. On voit tellement que les gens qui pensent comme nous qu'on en vient à s'engueuler pour des détails entre gens du même bord. Hein. Et ça, la gauche peut se poser parfois des questions. Et on ne voit plus les autres, on est déconnecté de l'autre sphère. On génère des sphères informationnelles qui sont de plus en plus grandes. Quand on voit toute la sphère complotiste, trumpiste, d'extrême droite, entretenue également par les dictatures étrangères, etc., ces sphères se chevauchent assez bien, même si parfois on voit des gens de gauche qui vont tomber dans une certaine propagande sans s'en rendre compte. Mais ces sphères se chevauchent assez bien. Aujourd'hui, ces sphères sont tellement grandes que quelqu'un peut se balader toute sa vie dans une sphère d'information alternative sans se rendre compte qu'il est dans une sphère et qu'il en existe d'autres. Donc on se cloisonne les uns les autres, on ne discute plus et on construit des réalités qui peuvent devenir carrément alternatives. C'est terriblement dangereux. Quand on voit, alors évidemment pour moi l'exemple qui me vient en tête, qui pousse un peu ce danger au paroxysme, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk, et où on voit aujourd'hui Elon Musk qui, parce que ses intérêts privés ont été contredits par la gauche, alors qu'avant il condamnait Trump, va tout d'un coup racheter un réseau social parmi les plus influents, va s'en servir pour basculer dans le camp de l'extrême droite, puisqu'il faut quand même bien appeler le camp trumpiste un camp d'extrême droite, et va soutenir ce camp, et il a comme arme un réseau social parmi les plus puissants, qui est le terrain même du débat. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui on va faire un débat démocratique pour les prochaines élections, mais tous les débats vont se faire au siège du MR. Au siège du PS, ça pose un énorme problème. Et selon des règles établies par le MR, par le PS, enfin par le parti qui accueille. Ça pose un énorme problème démocratique. Donc là, je pense qu'il y a des questions urgentes à se poser, notamment dans ce domaine-là, mais il y a des questions urgentes à se poser sur tous les aspects du numérique. Hein. On s'en est posé sur les écoles aussi. Est-ce que c'est bon pour les enfants d'avoir accès au smartphone? Non. Il y a des réponses qui ont été posées. Je trouve ça très intéressant. Mais là, par contre, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire ces réseaux sociaux privés ou les remplacer par... Mais il faut quelque chose, hein, on ne peut pas laisser du vide. Et la question de la réponse à apporter qui serait plus juste et plus saine est compliquée. Ça ne peut pas non plus être un réseau social géré par le gouvernement. Ça poserait d'autres soucis. Donc il faut en tout cas un réseau social qui soit peut-être d'origine collaborative et certainement qui ne soit pas... la propriété de gros intérêts qui ne puissent pas changer de main, donc plutôt un modèle coopératif et en tout cas certainement avec un algorithme ouvert et transparent, qu'on ne soit pas l'otage de ces algorithmes. Certainement. De même, je pense qu'au niveau des médias, en démocratie, permettre à d'énormes empires médiatiques de se constituer comme dans le cas de Bolloré, c'est quelque chose qui est terriblement dangereux, qui ne devrait pas être permis. Et ce que tu viens de dire me donne l'occasion de parler de quelque chose, c'est la question des bulles de confirmation. Et donc il y a un super reportage qui est sorti, qui est sur Netflix, hein, mais qui est vraiment super, ça s'appelle Derrière vos écrans de fumée. Et donc si vous, auditeurs, auditrices, vous avez envie de creuser la question, c'est quelque chose qui en tout cas m'a apporté beaucoup quand je l'ai écouté pour la première fois. Et donc moi, pour clôturer cette émission, il me reste 3 questions, une pour chacun d'entre vous. Donc je vais commencer par toi, Cécilia. Oui. Donc, avec Lire et Écrire, vous avez continué, comme tu le dis, vous continuez toujours le travail de lutte contre la numérisation des administrations et des services. Tout à fait. Avec cette année un gros travail, et tu l'as dit en introduction d'émission, et donc on y revient, autour de l'ordonnance numérique proposée par le ministre Claire Failly, votée par la majorité bruxelloise en janvier 2024. En Wallonie aussi, un projet similaire a vu le jour sous le nom de Digital Wallonia, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Quels sont les dangers de ce type de projet?
Est-ce que c'est au cœur de ce projet de mettre le numérique au service de l'humain, comme ils le disent, hein, donc ils l'ont dit à plusieurs reprises. Est-ce que concrètement ces projets vont vers plus d'inclusion numérique ou vont-ils aggraver la situation actuelle? Et peut-être tu pourras terminer par les revendications et les suggestions que Lire et Écrire souhaite faire à notre prochain gouvernement pour mettre réellement le numérique au service de l'humain. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a différentes déclarations de politique régionale qui sont sur la table du côté wallon, Fédération Wallonie-Bruxelles, où ils donnent des garanties sur papier d'une communication orientée usager, du maintien des guichets, d'avoir une attention particulière au public fragilisé. Donc ça, ce sont des vœux pieux, je vais dire. Et donc, on va être très très attentif à ce qui se passe du côté wallon, Fédération Wallonie-Bruxelles. Du côté bruxellois, comme tu viens de le dire, cette ordonnance qui, en fait, va numériser l'ensemble des services publics de la région, a été votée. Les arrêtés d'application, j'avoue que ça, je ne sais pas s'ils viennent d'être votés ou pas, mais en tout cas, c'est inquiétant parce qu'il n'y a pas d'obligation pour les services régionaux, communaux et autres il est mis aussi sur papier qu'ils peuvent avoir des alternatives, courrier papier, téléphone, guichet, mais rien ne les oblige à le faire. Tu parles des économies et de la rentabilité qu'il y a derrière ces politiques, on est en plein cœur de la question. Donc là, on est très inquiet aussi. Alors avec les 200 associations bruxelloises qui se sont vraiment mobilisées autour de cette ordonnance Bruxelles numérique, on réfléchit. Et c'est vrai qu'il y a une option qui est d'aller devant la Cour constitutionnelle pour essayer d'annuler cette ordonnance. C'est en réflexion. Je ne sais pas te dire maintenant quelle est l'orientation qu'on va prendre. Alors, au niveau européen, on a aussi lancé un appel à signer une lettre ouverte pour avoir un débat, un moratoire, et qu'on soit tous attentifs à cette question de ne pas entièrement digitaliser la société. C'est en cours de signature. On essaye d'interpeller les nouveaux élus européens. On va un peu durcir le ton aussi au niveau européen parce qu'on est en train de monter un dossier avec UNIA et la Ligue des droits humains pour interpeller le Comité européen des droits sociaux par rapport à cette non prise en compte de tous les publics face à la digitalisation des pouvoirs publics. Donc tu vois, on joue en fait sur différents tableaux. On négocie, on dialogue, on crée des partenariats quand c'est possible et voilà, on s'en réjouit. Mais quand c'est pas possible, qu'on n'est pas écouté, pas entendu et qu'on va droit dans le mur, on utilise d'autres outils. Voilà. Merci beaucoup Cécilia. Donc Zoé, toi tu vas prochainement mettre en place sur ton territoire un projet d'espace public numérique. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot et nous dire où il sera situé et comment, le cas échéant, il fonctionnera? Oui, donc le 18 septembre prochain, donc là c'est vraiment tout bientôt. En fait, dans les locaux du PAC Wiwarem, c'est la Maison des Solidarités de Villers-le-Bouillet. On va ouvrir un espace public numérique. Il n'en existait donc pas dans cette commune et donc on va remédier à ça. Donc on a déjà expliqué ce que c'était le PN, donc je ne vais pas vraiment revenir dessus. Juste, on a réfléchi à travailler avec plusieurs axes. Donc notamment, comme on en parlait, les permanences avec une personne qui pourra accompagner donc les citoyens et les citoyennes dans leur démarche, mais également on collabore avec une écrivaine publique qui va pouvoir aussi, qui exerce juste à côté dans le bâtiment de la commune, mais qui va pouvoir aussi se déplacer dans le PN pour faciliter l'accompagnement dans les démarches administratives numériques. Et donc le deuxième axe, évidemment, c'est l'axe de formation. Donc on travaille avec 2 structures formatrices, donc la SBL Devenir et le COF, qui est le Centre d'orientation et de formation. Et eux vont donner des modules en fait sur mesure en fonction de la demande des citoyens et des citoyennes. Et donc on travaille aussi avec le CPS et le PCS de la commune. Et eux nous ont évidemment confirmé la grande demande de leur public de se former à ces outils. La première formation, elle commencera dès octobre et on espère proposer tout au long de l'année pour des niveaux différents de connaissances. Mais comme on en a parlé, les subsides dans les EPN ne sont pas des subsides structurels. Donc ça veut dire c'est vraiment compliqué de mettre en place des projets sur du long terme.
Et alors évidemment, le troisième axe, c'est un axe d'éducation permanente parce qu'on n'oublie pas l'ADN de Pâques. Et donc on a la volonté de mettre en œuvre avec des groupes de la population locale et régionale des actions qui visent à sensibiliser sur la question des inégalités numériques. L'EPN, il permettra aussi de toucher un public qui est susceptible de prendre part à ces projets. Et l'EPN, il permet aussi, c'est aussi un lieu de sociabilisation, parce que on en a un petit peu parlé, mais en fait, le tout au numérique empêche de se rencontrer les personnes aussi. Donc voilà, c'est l'idée de remettre un lieu de sociabilisation dans une commune qui est plutôt très rurale. Ça permet de faire se croiser les gens, et je pense que c'est vraiment très important. Et donc le premier projet justement qui est bien dans le thème, vu qu'on va animer une émission de radio en live, c'était un projet qui était à la base porté par les écrivains publics, mais qu'on veut étendre un petit peu et qui puisse être rejoint par tous les citoyens et les citoyennes intéressés. Donc le projet a pris un petit peu de retard, mais il devrait commencer prochainement. Merci beaucoup Zoé. Et pour clôturer, je vais te donner la parole, Stéphane. Donc on l'a dit à plusieurs reprises durant l'émission, le numérique au service de l'humain, c'est peut-être un peu utopique, mais allons dans l'utopie. Comment est-ce que toi tu vois une société dans laquelle le numérique est complètement au service de l'humain, dans laquelle son utilisation ne crée ou ne renforce pas des inégalités déjà existantes? Oui, eh bien, tout d'abord, je voudrais saluer vraiment le travail mené par Lire et Écrire, parce que vous avez pu vraiment enfoncer un coin dans l'idéologie du le numérique, c'est toujours du progrès, et le faire avec une énergie et des moyens qu'on n'avait pas, notamment au niveau de Cabane, qui a pu prendre votre sillage, et non seulement se battre pour améliorer, rectifier certains points de l'ordonnance, même si on sait qu'on n'a pas abouti complètement à sécuriser le droit au guichet, mais aussi à élargir le débat. Donc c'est vraiment très important. C'était vraiment la première pièce à faire. Et donc maintenant, il faut garder ce débat absolument ouvert à tout niveau. Le numérique, il faut s'interroger. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, quels sont les intérêts, quels sont les désavantages et comment faire pour que tout le monde puisse s'y sentir bien. Et donc il faut parfois remettre en question des choses et remettre des limites. Tu viens de parler des EPN comme espace de sociabilisation, Zoé, et c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup chez Cabane, c'est effectivement se réunir autour du numérique et faire du numérique un prétexte à s'entraider, à faire des échanges de savoir, de connaissances, à faire de l'intergénérationnel. Déjà dans nos EPN, en mettant parfois au travail comme animateurs des jeunes issus de l'immigration, on voit qu'ils apportent une aide à des seniors et ça recrée du lien et ça casse peut-être parfois des peurs ou des mythes. Donc tout ça, on peut utiliser le numérique comme un instrument de sociabilisation, notamment dans le cadre de projets créatifs, de la formation des gens, d'autonomisation des gens. Mais je pense qu'il faut absolument que ce dispositif soit financé durablement. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est que les gens qui font ça, c'est un métier complexe. Il faut les financer. On risque de me répéter. Et il faut maintenir l'humain. Et quand je dis il faut maintenir l'alternative humaine et le guichet, je pense que même pour quelqu'un qui est fort en numérique, parfois, on a besoin juste d'être rassuré, d'avoir un humain qui le fait, qui le dit. Et parfois, on a juste envie de voir quelqu'un. Et ce droit à voir quelqu'un, quelque part, doit rester. Il faut recréer des liens physiques. Il faut peut-être... je ne sais pas si vous avez vu le film Ready Player One. Ils avaient une idée intéressante à la fin du film. C'est qu'il y avait une journée de déconnexion obligatoire. Alors aujourd'hui, ça paraîtrait sacrilège. Ce serait contre nos sacro-saints droits individuels, etc. Mais je trouve que l'idée est quand même intéressante à réfléchir. Des journées où on ne peut avoir que des contacts directs. Peut-être des journées où on ne peut pas aller sur Netflix et streamer. Et on est obligé de se parler, de ressortir sur le pas de notre porte et de lire. Et donc, il faut vraiment se reposer cette question collective, tous ensemble. Quelle place on veut au numérique? Quelle place laisser à l'IA? La question est importante. Est-ce qu'on veut laisser à l'IA un rôle créatif intéressant et cantonner l'humain à des tâches manuelles? Ou est-ce qu'on veut que l'IA nous remplace dans des tâches qui sont fastidieuses, qui sont automatiques, pour laisser justement notre créativité s'épanouir, réduire notre temps de travail? Parce que chaque fois, ce qui est étonnant dans notre société, chaque fois qu'on réduit le temps de travail, chaque fois qu'on gagne en efficacité, en rentabilité dans la production de ce dont on a besoin, on se dit qu'on devrait pouvoir réduire notre temps de travail puisque les machines le font à notre place et ça n'arrive pas. Pourquoi? Et la réduction du temps de travail, c'est un point essentiel et merci de le soulever. Voilà, pour terminer, j'aimerais vous remercier tous les trois pour votre participation à cette première émission de la Radio des Solidarités. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices, merci à Pierre, Mako et Angélie à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire.
Mais ne partez pas trop loin, car la radio des solidarités reprendra à 14h pour une émission intitulée Accès à la santé, une société engagée pour la dignité, animée par Solidaris. À très vite. Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Débiller. Unir nos voix.